Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux obligations du commerçant. Donc, les obligations du commerçant sont au nombre de deux. La première obligation, c'est l'immatriculation au registre du commerce. La deuxième, c'est l'obligation de la tenue d'une comptabilité régulière. Donc, il y a deux principales obligations qui incombent aux commerçants. Commençons par l'immatriculation au registre de commerce. On doit tout d'abord s'intéresser aux inscriptions et radiations sur le registre du commerce. Deuxièmement, on va s'intéresser à l'organisation du registre du commerce. Et troisièmement, on va s'intéresser à l'obligation de la bonne foi quant aux mentions inscrites sur le registre du commerce. Donc, les inscriptions et la radiation. Premièrement, l'immatriculation de la société ou bien d'un commerçant au registre du commerce est une obligation qui incombe à tout commerçant, c'est-à-dire qu'il doit faire la publicité de son activité commerciale dans le registre du commerce. Dès sa constitution, c'est-à-dire à la constitution de la société, le commerçant doit accomplir 4 actes qui ont été édictés par le Code du commerce. Parmi ces 4 actes, il doit immatriculer sa société au registre du commerce, c'est-à-dire à la Constitution. B, les inscriptions modificatives, c'est-à-dire que durant la vie de la société, toute modification qui peut toucher la société et qui peut être qui peut concerner son image vis-à-vis des tiers qui peuvent contracter avec elle, doivent être enregistrées, inscrire dans le registre du commerce. C'est ce qu'on appelle l'inscription ou bien les inscriptions modificatives. On peut donner à titre d'exemple ici, par exemple, s'il y a une augmentation du capital de la société ou bien réduction du capital de la société, ces 2 actes doivent être inscrits dans le registre du commerce. C'est les radiations. Qu'est-ce que ça veut dire la radiation du registre de commerce? C'est-à-dire que le commerçant, bien la société, bien le dirigeant de la société doit procéder au barrement de la société du registre de commerce. C'est pourquoi, dans le cas où la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par exemple, ou bien la société a arrivé à son terme, par exemple, dans ces 2 cas, le commerçant, ou bien le dirigeant, les administrateurs, ou bien les dirigeants de la société, doivent procéder à la radiation de la société auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent, que ce soit, il peut être le tribunal du commerce ou bien le tribunal de première instance, pour radier, barrer la société du registre du commerce. Deuxièmement, on va parler de l'organisation du registre du commerce. Il y a 2 sortes de registres de commerce. Il y a des registres locaux et un registre central. Les registres locaux se trouvent partout dans le royaume. Partout dans le royaume. Les registres locaux. Ils sont tenus par les greffes des tribunaux du commerce, ou bien dans les tribunaux de première instance, s'il n'y a pas dans les lieux un tribunal du commerce. Selon la demande d'immatriculation déposée auprès du secrétariat greffe du tribunal, dans le ressort duquel est situé soit le siège social ou bien l'établissement principal du commerçant ou bien de la société. Ce registre du commerce local contient 2 registres.
Il y a un registre chronologique, lequel recueille toutes les demandes et immatriculations et inscriptions effectuées par le responsable de l'entreprise dans l'ordre de leur accomplissement, et celui-ci est contrôlé par le juge et toujours à la portée des particuliers. Il y a aussi un registre analytique qui est établi par le secrétaire greffier. Il porte sur les renseignements inscrits sur le statut. Il se compose à son tour de 2 livres. Le premier réservé aux commerçants, aux personnes physiques, sous des numéros pairs, et le deuxième livre est réservé à l'inscription des sociétés commerciales sous des numéros impairs. Pour récapituler, le registre local, c'est un registre tenu par les greffes des tribunaux du commerce, situé soit ou bien qui est établi par le greffier ou bien le secrétaire greffier à la demande d'immatriculation. Il doit être effectué dans le ressort duquel est situé le siège social ou bien l'établissement principal de la société. Le registre local se compose de 2 registres, un registre chronologique et un registre analytique. Le registre chronologique recueille les demandes d'immatriculation dans l'ordre de leur accomplissement. Le registre analytique se compose de 2 livres. Le premier réservé à l'inscription des personnes physiques, sous des numéros pairs, et le deuxième livre est réservé à l'inscription des sociétés commerciales sous des numéros impairs. Maintenant, on va parler du registre central. Ce registre central se situe à Casablanca. Qu'est-ce qu'il fait? Il centralise tous les registres locaux, centralise les renseignements des registres locaux pour tout le royaume. Pourquoi? Pour avoir une vision globale par les administrations et organismes intéressés pour les besoins qu'ils estiment nécessaires. Maintenant, on va parler de l'obligation de la bonne foi quant aux mentions inscrites sur le registre du commerce. Selon le Code de commerce, le législateur impose la règle de la bonne foi comme principe pour la sécurité du commerce et sanctionne toute tentative de mauvaise foi qui pourrait porter atteinte aux droits des tiers, en sanctionnant l'inexactitude des mentions inscrites sur le registre du commerce. C'est-à-dire que le commerçant, personne physique, ou bien le représentant de la société, personne morale, doit déclarer, ou bien doit faire des déclarations sincères, fidèles, qui reflètent l'image fidèle de la société, dont les inscriptions mentionnées dans le registre du commerce. Sinon, il peut avoir, ou bien il peut encourir des sanctions qui peuvent varier d'une amende, ou bien un emprisonnement, ou bien les 2 à la fois, une amende qui varie d'1 000 dirhams à 50 000 dirhams, un emprisonnement qui peut varier entre 1 mois et 1 an. Maintenant, la déclaration au registre de commerce, est-ce qu'il est punissable ou non? La non-déclaration, au registre du commerce, est-ce qu'il est punissable ou non? La réponse, c'est oui, il est punissable. Pourquoi? Parce quand on parle d'une obligation, c'est-à-dire que le non-respect, le non-accomplissement de cette obligation va sûrement entraîner une sanction par le législateur vis-à-vis du coupable. Les sanctions de non-déclaration au registre du commerce peuvent varier d'1 000 dirhams comme amende à 5 000 dirhams. C'est-à-dire que tout commerçant, ou bien gérant, ou bien les membres des organes d'administration
habilités à représenter la société doivent obligatoirement procéder à l'immatriculation au registre du commerce. On a parlé de l'immatriculation à la Constitution, des inscriptions modificatives, et en cas de liquidation ou bien l'arrivée du terme de la société, ce sont tous des actes qui doivent être accomplis par le représentant légal de la société. On est arrivé maintenant à l'obligation de la tenue d'une comptabilité régulière. Dans ce stade, on va parler premièrement des documents comptables, des exigences comptables, 3, des règles de la tenue des documents comptables, et 4, et dernièrement, on va parler de la preuve comptable. Comme vous le savez, l'obligation ou bien de la comptabilité, c'est une obligation majeure et caractéristique du statut du commerçant. Il garantit la bonne marche et la bonne gestion de l'entreprise et constitue une information de ses membres et partenaires sur la situation financière, voire patrimoniale de la société, pour une application ajustée des dispositions de la fiscalité pour tout ce qui concerne l'imposition de la société. Et on peut ajouter ici que la comptabilité, s'il est régulièrement tenu, il est admis comme étant une preuve, il a une force probante en cas de litige entre des commerçants à raison de leurs activités commerciales. On passe directement aux documents comptables. On a 3 sortes de documents comptables. Le premier document, c'est le livre journal. Le deuxième, c'est le livre inventaire. Et le troisième, c'est le gros livre. Concernant le livre journal, c'est quoi? Le livre journal se présente généralement comme un tableau de 2 colonnes. La première, débit pour les dépenses, et la deuxième colonne, crédit pour les recettes. Donc un tableau composé de 2 colonnes. La première colonne, ce sont les dépenses. La deuxième, ce sont les recettes de la société. Donc toute dépense, toute recette de la société, c'est-à-dire produits et charges, doivent être mentionnées dans le livre journal, bien évidemment dans l'ordre chronologique. Maintenant, le livre inventaire. C'est quoi le livre inventaire? C'est un livre dans lequel tous les éléments du passif et de l'actif de la société sont figurés. Quand on parle de l'actif, c'est le patrimoine de la société, le passif, c'est les dettes, etc. Donc les charges et produits doivent être constatés sur ce livre d'inventaire. Dernièrement, on est arrivé au gros livre. C'est quoi le gros livre? C'est un document regroupant toutes les opérations de la comptabilité d'une entreprise dans l'ordre chronologique. Donc c'est comme une sorte d'un recueil de comptes de la société. Donc ce sont les trois documents comptables qui doivent être obligatoirement tenus par le commerçant, ou bien la société, le commerçant personne physique, ou bien la société commerciale personne morale. Maintenant, on va passer aux exigences comptables. Il y a deux grandes exigences. Les exigences concernant les écritures comptables et les exigences concernant la conservation des documents comptables. Donc, les écritures comptables. Concernant les écritures comptables, le mouvement, ou bien les mouvements affectant le passif et l'actif de l'entreprise doivent être enregistrés
chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives. D'accord? Donc, les écritures figurent dans le livre journal et dans le grand livre par la suite et le livre d'inventaire. Toute écriture doit être constatée ou bien enregistrée chronologiquement, opération par opération, jour par jour, avec toute écriture, avec la pièce qui la justifie. Donc, on n'écrit pas des chiffres et comme ça, sans aucune facture et sans aucune pièce justificative, mais on doit avoir obligatoirement chaque écriture, sa date, l'écriture, sa date et la pièce justificative. D'accord? Maintenant, concernant la conservation des documents comptables. Les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans. Sinon, des amendes importantes peuvent être encourues à l'encontre du commerçant. Donc, 10 ans, c'est le délai ou bien la période durant laquelle ou bien pendant laquelle tous les documents comptables doivent être conservés par le commerçant. On est arrivé aux règles de la tenue des documents comptables. Quelles sont les règles à observer lorsqu'on tient des documents comptables? Donc, il y a 3 grandes règles. La première règle, c'est que les documents doivent être établis sans blocos, ni altération d'aucune sorte. Pas de blanc, pas d'altération d'aucune sorte. On ne peut pas avoir des documents comptables barrés, ou bien effacés, ou bien altérés, quelle que soit l'altération, ou bien la forme de l'altération. La deuxième règle, c'est les enregistrements, bien les écritures doivent être précises. Les écritures doivent être précises et reposées. Chaque écriture comptable doit être reposée sur des pièces, une ou bien plusieurs pièces justificatives, comme les factures. La troisième règle, c'est que les documents informatisés, lorsqu'il y a, ou bien si on a des documents informatisés sur ordinateur, ces documents doivent être identifiés, numérotés et datés, et doivent être conservés de telle sorte à pouvoir les utiliser comme ou bien présenter une preuve. Donc on a dit qu'il y a 3 règles de la tenue des documents comptables. La première, pas d'altération, pas de blanc, toute écriture avec une ou plusieurs pièces justificatives. Concernant les documents informatisés, ils doivent être identifiés, numérotés et datés. Maintenant, on est arrivé à la preuve comptable. Quelle est la force probante de la comptabilité d'un commerçant? Est-ce qu'il peut l'utiliser comme preuve? Est-ce qu'il a comme document comptable dans sa société? Est-ce qu'il peut l'utiliser comme étant une preuve? Donc la comptabilité régulière, c'est le principe. La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve dans les conditions suivantes et peut être utilisée comme une preuve. Mais on a 2 cas de figure. Entre commerçants, pour les litiges commerciaux, entre les commerçants, la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve valable devant les juridictions. C'est bon, il n'y a pas de problème. Comptabilité régulièrement tenue est une preuve valable. Maintenant, le deuxième cas, c'est entre le commerçant et un non-commerçant. On a 2 cas de figure ici. Un commerçant, un litige entre un commerçant et un non-commerçant. La preuve comptable est valable
quand elle est contre le commerçant. Il constitue comme une sorte d'aveu. Donc, contre le commerçant, elle est valable, mais à son profit, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le non-commerçant ne dispose pas des mêmes moyens, c'est-à-dire il n'a pas, il ne peut pas rentrer dans le domaine du commerçant. Il n'a pas une comptabilité pour faire face, pour faire une comparaison ou bien pour avoir un effet opposé comme moyen de preuve à son profit. Donc, entre commerçants, pas de problème, la comptabilité régulière est une preuve valable devant les juridictions. Entre un commerçant et un non-commerçant, elle est valable quand il est contre le commerçant, il n'est pas valable s'il est à son profit. Merci beaucoup pour votre aimable attention et n'hésitez pas de vous abonner pour être les premiers à voir les vidéos publiées. Abonnez-vous, likez et à très bientôt. Merci.